Dans le drame cinématographique La mort de Staline, une scène tendue se déroule. Après le décès du dirigeant soviétique, Lavrenti Beria, chef de la police secrète, est jugé pour les atrocités qu'il a commises contre le peuple et reçoit le châtiment qu'il mérite. Les personnalités influentes de l'Olympe politique, dont Malenkov, le dirigeant par intérim, entourent son corps à bout de souffle. Malenkov, apparemment à contre-cœur, est contraint de prendre cette décision difficile. À ce moment, Khrouchtchev, étoile montante de la politique soviétique, adresse à Kaganovitch une question pleine de sens caché. Peut-on faire confiance à un homme faible? C'est-à-dire à Malenkov. Kaganovitch, sans perdre une seconde, répond « Avez-vous déjà fait confiance à un homme faible ?» Ce dialogue amène le spectateur à s'interroger sur la nature de la confiance et sur le rôle que joue la faiblesse dans l'élaboration de nos idées sur le pouvoir et la fiabilité. La société a l'impression que la faiblesse est quelque chose de neutre, qu'il existe des personnes faibles mais bonnes, ainsi que des personnes fortes dont les actions ne sont pas toujours irréprochables. Cependant, le film offre un point de vue différent. La faiblesse est présentée comme un facteur limitant qui empêche d'être digne de confiance. Et en effet, si l'on y réfléchit bien, dans de nombreuses situations, c'est la faiblesse qui peut devenir un obstacle à la réussite et au développement. Ce thème n'est pas fortuit, car il s'agit aujourd'hui d'approfondir le concept de faiblesse et de comprendre pourquoi cette question a tant préoccupé le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Qu'est-ce que la faiblesse dans le contexte du pouvoir et de la confiance? Et pourquoi peut-elle devenir un facteur déterminant dans notre relation avec le monde qui nous entoure? Les réponses à ces questions nous attendent. Friedrich Nietzsche n'admettait pas l'idée que la faiblesse soit un trait inoffensif ou neutre. Pour lui, la faiblesse est une menace sérieuse qui consiste en l'incapacité de l'homme à être sincère avec lui-même et avec le monde qui l'entoure. C'est ici que la réflexion nietzschéenne devient particulièrement pertinente pour l'homme moderne, en offrant une perspective nouvelle sur la dichotomie entre force et faiblesse, capable de transformer la perception de ses propres décisions et de ses relations interpersonnelles. Le philosophe est convaincu que la faiblesse est inextricablement liée au malheur, soulignant que la véritable bonté naît uniquement de la force de l'esprit et que l'honnêteté est la pierre angulaire de toute chose. Il convient de souligner que cette interprétation ne représente qu'une petite partie des vues nietzschéennes sur le phénomène de la faiblesse. Seuls les aspects les plus conformes au contexte contemporain et susceptibles de stimuler une réflexion approfondie sont examinés ici. Le point de départ est le point de vue fondamental de Nietzsche, selon lequel la faiblesse dans son essence la plus profonde n'est rien d'autre qu'une manifestation de malhonnêteté. Pour l'illustrer, nous pouvons nous tourner vers un exemple littéraire empreint de mélancolie. Dans l'une des histoires de Fyodor Dostoïevski, le protagoniste tombe éperdument amoureux d'une jeune fille nommée Nastenka. Les héros passent plusieurs nuits en conversations intimes, et la jeune fille lui ouvre son cœur, lui avouant qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, qui, semble-t-il, l'a abandonnée. Au fil du temps, Nastenka sympathise avec le protagoniste et accepte même l'idée de rester avec lui. Cependant, à un moment crucial, son ancien amour apparaît et elle s'enfuit vers lui, laissant le protagoniste seul et dévasté. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont le protagoniste essaie de se convaincre qu'il a accepté ce qui s'est passé. Il ne cesse de se dire qu'au moins elle est heureuse maintenant. Dans les profondeurs de l'âme d'une personne peuvent se cacher des aspirations non réalisées, source de douleur constante. De telles situations illustrent parfaitement la conception nietzschéenne de la faiblesse et de la malhonnêteté qui l'accompagne. Il ne s'agit pas d'une faiblesse physique ou d'un manque de confiance, mais de l'incapacité d'affronter honnêtement ses sentiments, même si cela entraîne des souffrances. Ce concept de faiblesse et de malhonnêteté imprègne de nombreuses œuvres de Friedrich Nietzsche, en particulier Ainsi parlait Zarathustra et L'autre côté du bien et du mal. Selon le philosophe, la véritable faiblesse réside dans l'incapacité d'agir selon sa propre volonté, dans le fait de s'abandonner aux circonstances et aux désirs non réalisés, en leur permettant de diriger sa vie. Cela soulève la question suivante. Combien de fois les gens font-ils semblant que tout va bien, alors qu'une tempête d'émotions fait rage dans leur âme et qu'elle doit être libérée? Et plus important encore, comment pouvons-nous surmonter cette faiblesse contraignante et apprendre à être honnêtes, forts et fidèles à nous-mêmes?
Il est important de noter que Nietzsche considère la faiblesse dans une variété de contextes et l'un des plus courants est la faiblesse d'une personne qui a un but, mais qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas l'atteindre. Un exemple serait la figure de Napoléon qui, malgré sa puissance et sa détermination, n'a jamais pu créer le grand empire dont il rêvait. L'incapacité à atteindre le but lui-même n'est pas un problème pour Nietzsche. Ce qui le préoccupe, c'est le moment où donne lieu à l'auto-illusion. À titre d'illustration, nous pouvons citer l'exemple du protagoniste du récit Les Nuits blanches de F.M. Dostoïevski. À la fin de l'histoire, il tente vainement de se convaincre de l'issue heureuse des événements, alors qu'au fond de lui-même, il se rend compte du contraire. F. Nietzsche caractérise un tel comportement comme une forme élaborée de faiblesse, qui lui vaut un mépris particulier. Au lieu d'affronter courageusement la réalité, de reconnaître l'effondrement des espoirs et d'en tirer les leçons, le narrateur choisit la voie de l'auto-illusion, se réfugiant dans un monde d'illusions qui l'empêche d'accepter la vérité. Au lieu de continuer à rechercher les faveurs de Nastenka ou de chercher des moyens de s'améliorer, il fait simplement semblant de s'être désintéressé d'elle. Selon F. Nietzsche, cette manifestation de faiblesse montre l'incapacité de l'homme à se dépasser et à maîtriser sa propre volonté. Il n'y a pas ici de véritable progrès, mais seulement une tentative pathétique d'éviter la douloureuse vérité. F. Nietzsche est convaincu que, dans ces manifestations extrêmes, cette faiblesse peut se transformer en ressentiment et en amertume. Dans son ouvrage « Vers une généalogie de la morale », Nietzsche avance l'hypothèse que lorsque les gens ne parviennent pas à obtenir ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse de pouvoir, d'amour, d'indépendance ou de reconnaissance, ils commencent à dévaloriser eux-mêmes ces aspirations. Au lieu d'admettre leur défaite, ils préfèrent se convaincre qu'ils ne l'ont jamais voulu, transformant ce qu'ils considéraient auparavant comme précieux en un objet de mépris. Le point de vue philosophique va au-delà des analyses superficielles des défauts physiques, pénétrant profondément dans la nature humaine et explorant les faiblesses intérieures qui nous asservissent de l'intérieur. Il s'agit en particulier de la poursuite sans limite de la satisfaction de ses propres caprices, en ignorant les normes morales généralement acceptées et en ne se souciant pas du bien-être d'autrui. La critique de l'hédonisme ne porte pas sur son immoralité, mais sur le manque d'autodiscipline et d'organisation de la volonté. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que le concept de volonté est un concept complexe et multiforme qui a fait l'objet de nombreuses discussions. Le philosophe lui-même a révisé certains aspects de ce concept tout au long de sa carrière, notamment dans ses écrits posthumes. Dans ses dernières œuvres, le terme faiblesse prend une toute autre signification. Il ne s'agit plus seulement d'une question de force physique ou extérieure, mais d'un phénomène plus profond, la désorganisation de la volonté propre. Le philosophe considérait la volonté comme un phénomène unique, un ensemble de forces internes différentes, chacune cherchant à nous orienter dans une direction différente, se disputant la domination. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle se reflète dans la vie de tous les jours. Par exemple, une personne peut avoir envie de boire une tasse de thé, mais l'idée de préparer un repas plus complexe surgit immédiatement. Avant que la décision ne soit prise, l'envie d'aller au magasin et d'acheter quelque chose d'autre à grignoter se fait sentir. Ces impulsions, chacune tirant dans une direction différente, peuvent sembler insignifiantes, mais leur interaction chaotique conduit à la désorientation et prive la personne d'une orientation claire. C'est ce que le philosophe appelle la volonté désorganisée. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de coordonner ses désirs et d'agir avec détermination, elle se retrouve paralysée, incapable de faire des pas décisifs dans la direction souhaitée. Ceci est directement lié à l'idée de faiblesse mentionnée plus haut. L'incapacité à prendre des décisions cohérentes et à s'y tenir conduit à l'abandon de ses désirs et de ses rêves. L'absence de direction conduit à une sorte de nihilisme, car sans principe ferme définissant le chemin de la vie, une personne n'accomplit rien de significatif. Par exemple, le roi Édouard Ier d'Angleterre, qui possédait une grande force physique et un pouvoir illimité, était sujet à des sautes d'humeur et facilement influencé par les favoris de la cour. Son indécision et son incohérence ont finalement conduit à la perte de la couronne et à sa mort tragique. Un roi puissant mais incapable de contrôler sa volonté a été victime de sa propre faiblesse.
Dans la philosophie de Friedrich Nietzsche, une place particulière est occupée par l'idée d'éviter les accords sans principe avec la conscience, ce que l'on appelle le compromis. Dans son opus majeur, Ainsi parlait Zarathustra, le penseur présente le stade final du développement de l'Ubermensch, le surhomme. Ce stade marque l'apogée du potentiel humain, la capacité de former de manière indépendante un système de valeurs et de le suivre, en définissant ses actions conformément aux principes choisis personnellement. À ce stade, le surhomme devient l'architecte de son propre destin, évitant à la fois le nihilisme paralysant et l'atomisation de la volonté, lorsqu'elle est fragmentée en une multitude de désirs contradictoires, incapables d'une impulsion unifiée. Nietzsche n'appelle pas seulement à la construction de la force, mais à la canalisation significative de la volonté, afin que l'homme puisse vivre en harmonie avec ses convictions et ses aspirations les plus profondes. Dans la philosophie de Nietzsche, le concept de faiblesse est étroitement lié à l'idée de dépassement de soi. À première vue, cela peut sembler paradoxal, car Nietzsche explore ce terme avec une subtilité particulière. Cependant, l'essentiel réside dans la capacité de la volonté à s'autodiscipliner et à se concentrer sur un seul but. En d'autres termes, la volonté peut mobiliser ses réserves intérieures de force pour se subordonner à une tâche particulière. Et c'est dans cet acte d'auto-subordination que réside le véritable dépassement de soi. Friedrich Nietzsche a donné au concept de force et de faiblesse une signification différente de celle généralement admise. Pour lui, la force ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais aussi à surmonter des obstacles, notamment internes. C'est la capacité de garder une volonté inébranlable et concentrée, comme une intention inébranlable. On peut la considérer comme une détermination inébranlable, un noyau intérieur qui permet de rester concentré. À titre d'illustration, nous pouvons citer l'image de Malenkov dans le film La mort de Staline. Il apparaît au spectateur comme un homme sans volonté forte, facilement influençable par les autres. Son personnage montre la faiblesse même que Nietzsche critiquerait, l'incapacité de résister aux pressions extérieures et de défendre sa propre position. La volonté de Malenkov n'est pas la sienne, elle appartient à celui qui a le plus d'influence sur lui à ce moment-là. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une représentation artistique, et non d'une évaluation historique du véritable Malenkov. Nietzsche avait une aversion pour ce genre de faiblesse. Même les personnages de La mort de Staline condamnent un tel comportement. Les personnes qui manquent de fermeté ne sont pas dignes de confiance, ni par les autres, ni par elles-mêmes. L'inconstance dévalorise les mots. Le philosophe Byung-Chul Han affirme que la confiance naît précisément pour combler un vide de contrôle et d'information. Nous ne pouvons jamais être sûrs des actions des autres, c'est pourquoi nous nous en remettons à la confiance, en pariant qu'ils tiendront leurs promesses. Dans ce sens, la confiance est une manifestation de pouvoir, car les gens commencent à croire les mots et à dépendre de la personne. C'est ce que Nietzsche pense que tout le monde recherche inconsciemment. Dans le cas de Malenkov, c'est sa faiblesse et son manque de volonté qui ont fait qu'il a été jugé inapte à diriger l'Union soviétique. La force d'âme. Dans ce contexte, la satire politique du film apparaît comme une sorte de traité philosophique. Friedrich Nietzsche a également critiqué cette fragmentation de la volonté, estimant que sans une structure claire de l'effort volontaire, il est impossible d'échapper au nihilisme. Selon lui, la capacité à accomplir de grandes actions qui donnent un sens à l'existence humaine est la qualité qui nous distingue des autres créatures. Nietzsche était obsédé par l'idée que l'humanité puisse atteindre son potentiel le plus élevé. Il pensait que cela ne serait possible que si toutes les facettes de notre volonté étaient canalisées dans une direction unifiée. Selon lui, une vie vraiment significative est impossible si notre volonté n'est pas suffisamment puissante et sous notre contrôle total. Il ne s'agit pas seulement d'une question pratique, bien que cela soit également important. Sans cohérence, il est peu probable que notre entourage nous fasse confiance, ce qui rendra certainement plus difficile la réalisation de nos objectifs. Cependant, il y a ici une implication philosophique plus profonde. Nietzsche affirmait que sans une volonté forte et organisée, toute souffrance ou difficulté dans la vie peut nous pousser vers une perspective nihiliste, un mépris pour
La volonté de vivre est la pierre angulaire du système philosophique de Friedrich Nietzsche, nous obligeant à repenser la perception habituelle de la faiblesse et de ses conséquences. Une volonté fragmentée sape la confiance des autres et, plus dangereusement encore, détruit la foi en sa propre force, déstabilisant toutes les sphères de l'existence humaine. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de considérer la position ambiguë de Nietzsche sur la compassion, qui, selon lui, n'est pas toujours une bonne chose. Dès l'enfance, on nous apprend à sympathiser avec les plus faibles et à prendre soin d'eux. Cependant, contrairement à la croyance populaire, Nietzsche n'appelle pas à la cruauté et à l'abus de pouvoir. Il considérait un tel comportement comme une manifestation d'insécurité, comparable à la fierté d'un adulte qui a battu un enfant dans un match de tennis. Le philosophe a critiqué l'utilisation de la compassion comme principal motif d'aide, y voyant une hypocrisie et un danger potentiel. La vision nietzschéenne de la compassion, comme c'est souvent le cas avec ses idées, est controversée. Bien qu'elle ait une certaine rationalité, nous ne devrions pas la prendre aveuglément pour acquise simplement parce que Nietzsche l'a dit. Ces paroles ne sont pas la vérité absolue. Dans la vision du monde de Friedrich Nietzsche, le désir de pouvoir est un motif fondamental de la psyché humaine. Selon le philosophe, la soif inextinguible de domination, que ce soit sur soi-même ou sur le monde qui nous entoure, est la force motrice de toute une série de comportements, notamment l'ambition professionnelle, la poursuite de la richesse matérielle, les actes d'abnégation et même la volonté de souffrir le martyre. Cela dit, la compassion, surtout lorsqu'elle est demandée avec insistance, est profondément liée à la dynamique du pouvoir. Nietzsche considérait la compassion, émanant de ceux qui n'ont pas de pouvoir, comme une sorte d'arme cachée. Au lieu d'agir directement, ces personnes ont recours à la compassion pour susciter la sympathie et obtenir l'aide des autres tout en évitant d'assumer la responsabilité ou toute obligation. Cette approche est fondamentalement différente de celle qui consiste à demander de l'aide à un ami ou à conclure un accord d'égal à égal. Pour Nietzsche, les individus qui demandent des faveurs sans rien offrir en retour se placent dans la position d'êtres impuissants et infantiles, comme s'ils disaient « Je ne suis pas capable de me débrouiller tout seul, alors quelqu'un d'autre doit le faire pour moi ». Pour Nietzsche, il s'agit là d'une manifestation de malhonnêteté, alors que la nature, selon lui, valorise l'honnêteté dans les relations. Pour illustrer cela, on peut faire l'analogie avec une blague où une personne provoque les plus forts et, après avoir été rabroué, s'exclame « Oh, ne me frappez pas, je suis juste pauvre et misérable ». Cette tactique de manipulation vise à influencer les autres par un sentiment de pitié en utilisant une fausse vulnérabilité comme bouclier. Nietzsche a critiqué la pitié pour deux raisons principales. Premièrement, en raison de sa malhonnêteté, de sa tendance à manipuler les autres en évitant d'assumer la responsabilité de ses propres demandes. Deuxièmement, en raison de la conviction que cette dynamique ne présente aucun avantage à long terme. La dépendance à l'égard de la pitié peut être efficace à court terme, mais elle entraîne à la longue des sentiments de dévalorisation et de désolation, car la personne se rend compte qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. L'envie d'invoquer la pitié peut être une tentative d'atténuer une situation difficile, mais au fond, cette situation reste négative. Selon Nietzsche, la véritable force et l'authenticité ne viennent pas du fait de dépendre des autres pour résoudre les problèmes, mais du fait de les affronter honnêtement et de manière responsable. Plongeons dans les profondeurs de la philosophie nietzschéenne pour explorer ses idées révolutionnaires sur la compassion et la noblesse d'esprit. Nietzsche critiquait la pitié, en particulier lorsqu'elle émanait de personnes haut placées. Il pensait que cette pitié cachait plus qu'une simple humanité. La véritable générosité, selon lui, se manifeste lorsqu'une personne, confiante en ses forces et débordante de vitalité, aide les autres par désir sincère et non par sens du devoir ou de la supériorité. La différence entre la sympathie sincère et la manipulation est énorme. Nietzsche considère la pitié comme une sorte de piège qui affaiblit la personne en la rendant dépendante des autres. C'est particulièrement injuste lorsque la pitié vient de ceux qui ont du pouvoir. Nietzsche affirme que la nature elle-même a horreur de tout ce qui contient du mensonge. Pour illustrer ce point, nous pouvons nous pencher sur la dynamique des relations abusives. Dans de telles situations, l'agresseur utilise souvent la manipulation pour rendre sa victime dépendante de lui-même.
Il peut systématiquement saper la confiance en soi de son partenaire jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il ne peut pas survivre sans son aide. Au fil du temps, la victime commence à le croire, privée de la possibilité d'acquérir de nouvelles expériences et des preuves de son indépendance. Le philosophe a vu le danger de la pitié lorsqu'elle devient un outil pour maintenir l'autre dans la dépendance, en le privant de son autonomie à des fins d'enrichissement personnel. Cette situation se produit lorsqu'une personne qui éprouve des difficultés et demande du soutien, au lieu de gagner en indépendance, devient encore plus dépendante. Dans une relation saine, le soutien vise à ce que la personne se renforce et retrouve progressivement son indépendance. Or, selon Nietzsche, le praticien de la pitié fait le contraire, comme s'il disait « Je vais t'aider, mais seulement pour que tu restes dépendant de moi, augmentant ainsi mon pouvoir sur toi. » C'est comme un prêt avec des taux d'intérêt exorbitants qui ne fait qu'augmenter la servitude pour dette. Dans son ouvrage « L'autre côté du bien et du mal », Nietzsche exhorte les futurs philosophes, ceux qui sont capables de transformer les valeurs, à résister à ce type de pensée. Ils devraient plutôt encourager le développement de la volonté de chaque individu en l'aidant à renforcer sa propre position plutôt qu'en la supprimant. C'est l'un des principaux préceptes de Zarathustra à l'intention de ses disciples. La nature appréciera une telle attitude comme de la magnanimité et non comme une manifestation de pitié. Les vrais penseurs ne manipulent pas les faibles, mais s'efforcent sincèrement de les aider à prendre confiance en eux. C'est précisément ce qui fait la différence entre un partenaire violent et un partenaire qui apporte un soutien sincère. Nietzsche a utilisé cette analogie pour illustrer la différence entre la pitié et l'aide véritable. Il pensait que les relations toxiques découlaient de la faiblesse des deux parties, celle qui recherche la pitié pour contrôler et celle qui l'offre pour maintenir l'autre sous son pouvoir. Pour Nietzsche, une personne vraiment forte agit avec générosité et n'exploite pas une situation à des fins égoïstes. La véritable force réside dans la confiance en soi, l'indépendance et l'autosuffisance. Une personne n'a pas besoin d'affirmer son pouvoir sur les autres pour prouver son existence. Elle reconnaît son pouvoir et l'accepte, se réjouissant même du pouvoir des autres et de la rivalité qui en découle. Il s'agit d'un pouvoir qui ne se manifeste pas par des jeux de coulisses, mais par un désir sincère d'aider. Nietzsche y voit une manifestation de ce qu'il appelle le Superman, mais pas sous la forme d'un chef de guerre ou d'un despote. Il s'agissait plutôt d'un créateur de génie, d'un individu capable de révolutionner la conscience européenne par son talent et son intelligence. Cet exemple contribue à dissiper le mythe de Nietzsche comme apologiste de la tyrannie. Au contraire, il considérait que la faiblesse déguisée en pitié était trompeuse et qu'elle servait à contrôler l'inacceptable. C'est l'un des points essentiels de la philosophie de Nietzsche, le refus d'une vie fondée sur la faiblesse et la recherche de l'affirmation authentique de l'être. Il convient de s'interroger sur la manière d'évaluer une philosophie de vie. Beaucoup diront que le critère est sa véracité. Nietzsche avait un point de vue différent. Il ne niait pas la valeur de la vérité, mais il pensait que les philosophies qui abordent les questions de la valeur de la vie ou des façons de la vivre ne sont pas soumises à une évaluation objective. Après tout, chacun d'entre nous est attaché à son point de vue personnel et notre expérience se limite à ce que nous vivons. En essayant d'affirmer ce qu'est réellement la vie, nous oublions que nous n'avons accès qu'à notre monde intérieur. Nous ne disposons pas d'une vision extérieure et impartiale de la vie. C'est pourquoi Nietzsche a pris ses distances avec le pessimisme et les courants philosophiques qui l'accompagnent, réalisant qu'il est absurde de vouloir juger la vie dans son ensemble, en dehors de l'expérience personnelle, étant donné. Friedrich Nietzsche, éminent penseur, avance la thèse de l'impossibilité d'une évaluation rationnelle ou objective de l'existence humaine. Chacun d'entre nous est confronté à un dilemme, soit rejeter la vie en la reconnaissant comme négative, soit l'accepter dans son intégralité en la considérant comme positive. Les deux voies comportent cependant des dangers cachés. Le refus de la vie, selon le philosophe, conduit à l'autodestruction, à l'affaiblissement de l'esprit et à la perte de sens. Accepter la vie dans toute sa diversité, avec ses joies et ses peines, est une tâche colossale qui exige une grande force intérieure. C'est là qu'intervient le fascinant concept d'amor fati, ou amour du destin, emprunté par Nietzsche aux stoïciens. Le philosophe développe radicalement cette idée.
cherchant à comprendre comment il est possible d'aimer la vie, même dans ses manifestations les plus sombres et les plus répugnantes. Pour Nietzsche, il ne s'agit pas d'une simple construction spéculative, mais d'une nécessité vitale. Souffrant d'une maladie chronique qui le privait de la capacité de bouger, il ne se laissait pas aller au désespoir, mais utilisait la douleur comme source d'inspiration pour ses réflexions philosophiques. La souffrance prend alors tout son sens et lui procure un sentiment de satisfaction, voire de fierté. Nietzsche a ainsi trouvé le moyen non seulement de s'accommoder de la souffrance, mais de la célébrer comme faisant partie intégrante de son existence. Il s'est toutefois rendu compte que cet amour du destin nécessitait une force particulière, non pas le pouvoir sur les autres, mais la capacité de se surmonter soi-même, de surmonter ses faiblesses et ses peurs. Il est remarquable que le concept de volonté ait conduit Friedrich Nietzsche à une profonde vénération pour des personnalités telles que Jésus-Christ. Malgré son attitude critique à l'égard de la doctrine chrétienne, le philosophe voyait dans l'image de Jésus un exemple frappant de maîtrise de soi, de refus absolu de l'offense et même d'un amour particulier de la prédestination. Jésus n'a pas cherché à conquérir, mais, selon Nietzsche, il avait une grande force intérieure. En même temps, les penseurs dépourvus d'un esprit fort semblaient à Nietzsche potentiellement dangereux, capables de nuire non seulement à eux-mêmes, mais aussi à ceux qui les entourent et à la société dans son ensemble. Cette idée vive de Nietzsche d'accepter et même d'aimer les aspects les plus durs de la vie comme moyen de renforcer l'esprit continue d'inspirer beaucoup de gens, bien que suivre ces principes demande un courage considérable. Dans son ouvrage « Le crépuscule des idoles » ou « Philosopher avec un marteau », Nietzsche critique sévèrement Socrate, l'un des piliers de la philosophie, en remettant en question son attitude vis-à-vis du jugement et de la mort, et plus particulièrement la manière dont ce philosophe envisageait la vie. Dans le dialogue Phédon de Platon, Socrate affirme qu'un vrai philosophe ne doit pas craindre la mort. Pour lui, mourir signifie se libérer des entraves du corps et échapper aux difficultés de l'existence terrestre. Ce point de vue sur la dévalorisation de la vie par la raison n'était pas propre à Socrate. Arthur Schopenhauer partageait ce point de vue, présentant la vie comme un lourd fardeau que l'homme doit porter jusqu'à ce qu'il trouve la paix dans le néant. Friedrich Nietzsche, en tant que contemporain, aurait probablement critiqué l'antinatalisme, car ce courant suggère que la naissance n'est pas souhaitable en raison de la souffrance inévitable qui accompagne la vie. Une telle pensée, selon lui, est une manifestation de faiblesse et de capitulation déguisée en raisonnement philosophique. C'est le contraire de l'amor fati, un engagement profond envers la vie malgré toutes ses difficultés. Au lieu d'embrasser la vie dans sa plénitude, ces philosophies encouragent le détachement intellectuel, comme si la vie était quelque chose à éviter. Mais en quoi cela est-il important? Nietzsche soutient qu'une telle façon de penser, lorsqu'elle se répand dans une société, agit comme une substance toxique qui sape ses valeurs et affaiblit ses membres, conduisant au déclin. Il voyait la manifestation de cette dynamique dans le christianisme, en particulier dans l'interprétation de saint Paul, qui exaltait la chasteté et l'abnégation. Malgré son admiration pour Jésus, Nietzsche critique l'idée de ne voir dans la vie qu'une préparation à l'au-delà. Selon lui, cette conception dévalorise le présent, encourageant les gens à mépriser l'existence terrestre au profit de l'espoir en l'avenir. Friedrich Nietzsche, s'interrogeant sur les aspirations fondamentales de l'homme, soutenait que les nier revenait à nier l'essence même de la vie et du pouvoir. Selon lui, un tel déni représente un rapt de l'énergie vitale, cet instinct indomptable qui pousse l'homme à lutter et à exister pleinement. Le philosophe pensait que les enseignements créés par ceux qu'il considérait comme faibles finissaient par répandre cette faiblesse comme une contagion. Il y a là un modèle. La souffrance recherche ses semblables. Ceux qui se sentent faibles, physiquement ou mentalement, cherchent à impliquer les autres dans leur perception limitée du monde. La propagation de cette faiblesse peut se faire par l'utilisation de la morale comme outil, ainsi qu'en instillant l'idée que la vie elle-même ne vaut rien. Mais si l'homme est convaincu que l'existence n'a pas de sens, qu'est-ce que c'est qui peut le pousser à la joie? Pourquoi alors chercher un sens, se battre pour ses désirs ou même simplement se lever chaque matin? Nietzsche était convaincu que certaines philosophies prônant la faiblesse et le rejet de la vie favorisaient un nihilisme passif et un sentiment constant d'insatisfaction.
Pour lui, ces idées ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais de véritables afflictions de l'esprit, qui ne méritent que le mépris. Malgré quelques désaccords, notamment en ce qui concerne l'interprétation de la figure de Socrate, on peut trouver un grain rationnel dans les critiques de Nietzsche. Il existe une certaine résistance dans la société à la manifestation ouverte de l'enthousiasme pour la vie et à tout ce qui va au-delà des normes acceptées. Une vision optimiste du monde est considérée avec méfiance dans certains milieux, et une personne qui rayonne de joie est souvent taxée de naïveté, voire de superficialité. Toutefois, cette tendance ne se limite pas à la culture, mais se manifeste également dans les petits groupes sociaux. Souvent, la présence d'une seule personne cynique ou pessimiste suffit à empoisonner l'atmosphère et à rendre toute manifestation d'optimisme risquée, ou du moins ridicule. Nietzsche constate avec inquiétude que les courants philosophiques pessimistes prospèrent parce que tout le monde n'a pas assez de force pour défendre sa vision optimiste du monde, et que ces personnes finissent par entraîner les autres dans leur perception négative de la vie.